Salut à tous, j'espère que vous allez bien et c'est l'heure, enfin, pour moi de vous parler de ce LG G1. Alors pour ne rien vous cacher, il y a eu des petits cafouillages qui font que le test de ce téléviseur, je vous l'accorde, il arrive tout de même assez tard, entre guillemets, sur la chaîne. Le LG G1, c'est quoi? Caractéristiques techniques, les performances de ce téléviseur, que ce soit côté cinéma, mais aussi côté gaming, puisqu'on va retrouver la même configuration que d'habitude avec ce PC et sa carte RTX 3090 de connecter à ce téléviseur qui bombarde avec ses nouveautés du côté de chez WebOS 6, des trucs dédiés aux joueurs, etc. Bref, c'est parti pour le test complet de ce LG G1. Bon alors avant toute chose, il faut naturellement commencer cette présentation par resituer le LG G1 au sein de la gamme OLED du constructeur. Bon, certains sont bel et bien déjà au courant, donc pourquoi pas, vous pourrez même avancer dans cette vidéo si vous le souhaitez. Pour les autres, eh bien sachez, c'est assez simple à retenir finalement, c'est jamais que le modèle le plus haut de gamme. Et oui, on a cette année le A1 qui débarque pour démocratiser l'OLED. Je vous laisserai aller regarder les prix sur le site de LG. On a le B1 qui existait déjà, c'est une gamme, pardon, B, qui existait déjà sur les précédentes générations de téléviseurs. De la même manière que le C1, lui, succède au C10, que certains appelaient le CX, et entre le B et le C, eh bien, disons qu'avec le C10, on pouvait commencer à intéresser déjà un petit peu les joueurs. Et cette année, eh bien, c'est la même chose avec les B1 et les C1, puisqu'on a du HDMI, 4K, 120, etc. Et en plus, eh bien, avec la série G, cette fois-ci, on va aller chercher les utilisateurs, les cinéphiles les plus passionnés, peut-être ceux aussi qui ont naturellement le budget le plus important, puisque ce téléviseur, eh bien, il est le seul, tout simplement, à utiliser la nouvelle dalle OLED Evo. Alors cette dalle OLED Evo, vous en avez sans doute entendu parler, je vous en ai moi-même parlé, notamment au moment du CES, c'est celle qui vous promet un pic de luminosité bien supérieur à ce que LG proposait jusqu'à présent. Pour la suite, vous avez tout simplement les caractéristiques techniques qui s'affichent ici, et vous le voyez, il y a d'autres arguments qui sont géniaux, notamment les 4 prises HDMI 2.1. Et oui, on sait que certains constructeurs n'en mettent que 2, et ça c'est vraiment dommage quand on est sur des téléviseurs premium, et là, il y en a 4. Il y en a 4, mais c'était déjà le cas aussi sur d'autres modèles. Donc du coup, on n'a aucun souci, de la même manière que vous n'aurez pas de problème par exemple sur le C1. On a aussi cette compatibilité HDR10, pas de HDR10+, et vous le verrez que finalement à la fin, je vais le mettre dans les points faibles si j'oublie pas, parce que je me suis rendu compte dans les forums que si on attaque un petit peu Samsung sur la non-compatibilité du Dolby Vision, le non-support des dalles Samsung, des téléviseurs Samsung avec le Dolby Vision, eh bien certains disent aussi, ouais, mais le HDR10, moi aussi j'aimerais bien l'avoir. On sait notamment que Amazon Prime Video utilise le HDR10+, dans ses diffusions de programmes. Et donc du coup, là, pas de HDR10+, de la même manière qu'on n'a pas de Dolby Vision chez Samsung. Donc c'est à noter également. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, lequel des deux vous paraît le plus préjudiciable pour la consommation de vos contenu. Et ce G1, si c'est le modèle le plus performant, c'est aussi celui qui est le plus cher, enfin ceux qui sont vendus les plus chers, parce qu'on a ici le 55 pouces qui est affiché à 2300 €, et on a ensuite un 65 pouces qui est à 3500 € et un 75 pouces qui est à 5500 €. Mais faites bien attention, regardez sur le site de LG, parce que comme bien souvent, tous les constructeurs font des promotions, ou presque, que ce soit d'ailleurs sur les sites de vente en ligne, mais là, plus spécifiquement sur le site de LG, c'est un produit qui reste assez cher, mais pensez à aller voir sur le site du constructeur, notamment pour un détail bien spécifique, c'est l'ergonomie du produit qui pourrait bien engendrer des frais supplémentaires. L'ergonomie du produit. Alors le LED, vous connaissez tous comment c'est fait, et du coup, bien souvent, on a des dalles extrêmement fines sur le côté, et puis ensuite, on a un petit carénage un petit peu plus gros sur la partie basse. Eh bien, pas sur ce modèle G1, parce que le G, c'est pour la gamme galerie, et donc c'est une gamme qui est censée venir s'accrocher au mur. Et oui, c'est un produit qui est très esthétique, et c'est aussi ce qui justifie le prix. Mais du coup, c'est un produit qui mesure environ 2,4 cm sur toute son épaisseur. Ça le rend d'ailleurs un petit peu lourd, Vous avez vu encore une fois dans les caractéristiques techniques les infos de poids, elles se réaffichent juste là en bas. Et donc c'est un produit qu'on va venir installer directement plaqué au mur. Et là, c'est le premier point fort. Il faut bien le reconnaître que pour ça, c'est plutôt cool. Regardez comment LG a conçu l'arrière du téléviseur. On se croirait chez Sony avec tous ces caches que l'on peut enlever et remettre, etc. pour dissimuler la connectique. Mais on va d'abord s'intéresser au premier point qui est le cache présent tout en haut, qui permet d'exploiter ce qui vous est livré en série avec le téléviseur, et je vais revenir juste après sur les pieds. Ce qui est livré en série, c'est ce support que vous voyez à l'image, qui est un support articulé, métallique, plutôt bien fichu d'ailleurs, qu'on vient tout simplement enficher dans les deux vis qui sont d'ores et déjà présentes, on remet les sécurités, etc. Et ensuite, on se rend compte qu'on peut légèrement décaler le téléviseur de quelques degrés
pour tout simplement procéder peut-être à une légère réorientation de la dalle pour combler, pourquoi pas, quelques reflets ou en tout cas optimiser un petit peu les angles de vision et tout simplement le confort d'utilisation. Ensuite, regardez un petit peu comment ça se passe pour la partie connectique. On a de nouveau un très grand cache, cette fois-ci qui dissimule les prises HDMI, Ethernet, etc. Mais pas seulement, on trouve également des mécanismes de guide câble dans lequel on va pouvoir venir justement brancher toute sa connectique, ses câbles HDMI, ses câbles réseau, etc. et les faire ressortir de manière très propre. Alors je ne vous cache pas que franchement c'est pas complètement parfait parce que moi j'ai pu me rendre compte que lorsqu'on a des câbles HDMI un petit peu costauds, il faut quand même bien s'appliquer pour que ceux-ci ne viennent pas mordre avec le châssis du téléviseur provoquant des surépaisseurs, etc. Dans l'ensemble, ça se passe quand même super bien et une fois que l'on a refermé le cache, on a un dos qui est intégralement uni et on peut choisir de ressortir tous les câbles dans la partie centrale du téléviseur. Et on a une autre possibilité, c'est presque quasi infini ce truc, la possibilité de ressortir également au centre, mais aussi par le côté. Et oui, le cache principal a lui aussi une ouverture juste en dessous des câbles HDMI où on peut ressortir sa connectique sur le côté, comme je le disais. Et dans la configuration des pieds, regardez, puisque c'est les pieds que moi j'ai reçus pour installer ce téléviseur comme vous le voyez là, on a en plus des systèmes de rainures dans ces deux pieds métalliques qui permettent de passer des câbles. Alors là, ça se complique un petit peu parce que ces rainures, elles ne sont pas très épaisses. Et donc du coup, moi j'ai à peine pu mettre deux câbles HDMI 2.0 plutôt fins, plutôt de bonne facture. Dès qu'on va aller chercher du câble HDMI 2.1 en l'occurrence, ou même du câble HDMI classique 2.0, mais un petit peu costaud, un petit peu renforcé, etc., ou qui promet des débits supérieurs, bref, des câbles de liaison vidéo de bonne qualité qui sont bien balèzes, du coup ça coince. Ce qu'il faut savoir également, et moi ce qui me contrarie un petit peu, c'est que les pieds qui sont vendus en option sont proposés à 100 €, mais là encore vous pourrez voir sur le site de LG qu'avec ce G1, il y a des packs avec des promos où les pieds et le téléviseur sont proposés à des tarifs préférentiels, ou en tout cas avantageux. Et donc du coup, vous pourrez tout à fait aller sélectionner votre offre avec les pieds et les installer. Et le souci, c'est qu'il n'y a aucun réglage de pied. On a une seule position avec un écartement d'environ 116 cm et surtout une hauteur qui n'est pas réglable. Et là, pour le coup, LG aurait aussi dû s'inspirer de ce que fait un petit peu Sony, par exemple. Et puis l'autre petit point regrettable selon moi, c'est que la hauteur de ces pieds positionne le bas de la dalle à 6,5, elle est à peine 7 cm. Quand on va vouloir venir positionner une barre de son en dessous, qui sont particulièrement fines. Si jamais on veut un système avec du Dolby Atmos, etc., faudra que ça vienne devant, c'est sûr. Et surtout, ça risque de cacher le bas de la dalle. Donc, c'est pas complètement génial, sachant qu'en plus, dans le bas de la dalle, autre sujet d'ergonomie, LG cette année a intégré des micros. Le G1 est le seul à intégrer des micros en façade pour solliciter l'assistant vocal. J'y reviendrai dans la partie ergonomie logicielle. Très rapidement, je peux vous parler de la télécommande, qui est une télécommande somme toute assez classique, elle évolue un petit peu. On retrouve toujours le pointeur gyroscopique qui est toujours redoutable, très pratique. Voilà, moi je ne vous cache pas que ce qui me manque sur cette télécommande, c'est le fait qu'elle ne soit pas rétroéclairée. Et c'est aussi pour ça que je reste persuadé, enfin en tout cas selon moi, les télécommandes rétroéclairées de chez Sony sont les meilleures pour moi. Et on a de nouveau la zone NFC qui permet tout simplement d'appairer plus facilement son smartphone avec le téléviseur, notamment pour configurer une partie de ses comptes. Petit contenu du camarade et abonné Jay, enfin le labo de Jay, qui encore une fois, je vous invite à aller voir sa chaîne si jamais vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est post-production, traitement HDR dans les films, etc. HDR10, Dolby Vision. Il détaille un petit peu ça de manière assez pointue, j'ai envie de dire, que ce soit sur le matériel de tournage comme sur les traitements vidéo qui sont appliqués ensuite au contenu. Côté qualité d'image, je ne vous cache pas qu'en fait, ça pourrait être assez facilement résumé à... Voilà, je pourrais dire, si je voulais être un petit peu familier, ça tabasse. Mais en même temps, est-ce que c'est réellement une surprise de se dire que l'image d'un téléviseur OLED, quand on est sur une dalle plus performante encore que les années précédentes, est excellente? Puisqu'on avait déjà un C10 qui était très bien, le G1 arrive avec des promesses encore supérieures et forcément, ça se vérifie. Ça se vérifie aussi parce que derrière, on a ce processeur Alpha 9 Gen 4 et je ne vous cache pas que c'est une tannée. C'est véritablement très difficile et encore plus a fortiori sur un téléviseur filmé en 4K, diffusé sur YouTube, de vous montrer à quel point le processeur délivre une super fluidité d'image, un piqué incroyable, etc. Mais croyez-moi, c'est bel et bien le cas. D'ailleurs, concernant la fluidité de l'image, je trouve qu'avec cet Alpha 9 de 4e génération, LG rejoint les constructeurs historiques, que ce soit Sony
ou Panasonic avec cette patte cinématographique qui manquait peut-être encore un petit peu chez ce constructeur coréen, qui était peut-être encore un petit peu trop asiatique, peut-être, un petit peu trop fantaisiste. Voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus clean, j'ai trouvé, selon moi. Et en fait, ça, c'est également lié à la dalle Evo. Je vous l'ai dit, c'est une dalle qui promet un pic de luminosité plus important, mais pas seulement. Dans la conception, en fait, LG est revenu un petit peu sur ses propos, en tout cas selon ma vision des choses, parce que au moment du CES, on lui disait c'est des dalles qui vont dépasser les 1000 nits sans pic de luminosité. Ça, c'est pas exactement vrai, c'est même pas vrai du tout, en tout cas selon mes mesures sur ce téléviseur LG G1. Je ne vais pas vous le cacher, et même si on va y revenir dans le résultat des mesures, le pic de luminosité, je l'ai mesuré environ à 880 candela par mètre carré, 880 nits. Donc on est loin des 1000 nits et on est loin de ce que fait Sony d'ailleurs sur son A90J, et a priori de ce que va proposer Panasonic avec le JZ2000 que je testerai à la rentrée sur la chaîne. Voilà. Là où je dis que LG a un petit peu affiné son discours, eh bien c'est que désormais on ne nous parle pas dans cette dalle Evo exclusivement de la montée en puissance lumineuse. Comme dit LG, eh bien c'est qu'en fait la dalle Evo, le processeur, l'électronique, tout ça, eh bien sont désormais capables de travailler de manière plus fine sur la gestion des contrastes. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, mais l'OLED, ça fournit un contraste infini. Alors oui, l'OLED fournit un contraste infini, mais la mesure de contraste, c'est jamais qu'une mesure de noir prise sur une mesure de blanc. Voilà, on mesure le noir, on mesure le blanc, et on a le taux de contraste. Le souci, c'est qu'entre tout ça, il existe des échelles de gris, il existe la fidélité des couleurs, etc. Et c'est pour ça que lorsqu'on calibre un téléviseur par un professionnel, eh bien on a l'impression que parfois les téléviseurs sont métamorphosés. On est sur une dalle qui est de base très bien calibrée, que ce soit en mode filmmaker et en mode cinéma, et grâce à cette dalle Evo, eh bien, ce qu'on appelle le near black, qui est tout simplement la nuance de gris que le téléviseur est capable de produire, eh bien, est meilleur que ce qu'on avait avec le C10 et meilleur que ce que l'on a d'ailleurs avec le C1. Et donc, du coup, ça produit une dynamique, notamment dans les zones sombres de l'image, qu'on avait parfois un petit peu de mal à déboucher, parfois par manque de puissance lumineuse, parfois par manque de maîtrise du contenu et de la dalle, etc. Et là, eh bien, c'est amélioré. Je n'ai pas eu de C1 juste à côté pour le voir. Donc je sais bien que c'est extrêmement compliqué de vous montrer cette amélioration, d'autant qu'elle est déjà assez difficile à percevoir. Mais pour avoir échangé un petit peu sur ce point avec des confrères, notamment de la presse, eh bien ils m'ont aussi dit oui, il se passe bien quelque chose. Il y a bien un petit truc dans la gestion des détails, etc., dans le piqué qui profite au G1. Alors voilà, le seul souci, c'est qu'on attendait une luminosité encore meilleure. Et là, LG n'ira pas chercher le record qui est pour l'instant, selon mes mesures, détenu plutôt par Sony et son A90J. Alors je sais également qu'il y a eu des vidéos publiées, encore une fois, côté outre-Atlantique, où on nous disait « mais oui, mais finalement, le G1 a la même dalle que le C1, et c'est une dalle qui est bridée électroniquement du côté du C1 ». Certains se sont amusés à aller voir les numéros de série, un process, etc. Et évidemment, voilà, moi je ne me lancerai pas dans ces fameuses manipulations, mais en tout cas, renseignements pris auprès de LG, ils ne confirment absolument pas ça. Voilà, en même temps, je pense que c'est normal, il serait bien regrettable qu'ils nous disent « ah bah oui, on a mis la même dalle que le C1, et puis on a juste bridé le C1, et puis libéré le G1 ». Et voilà, et finalement, avec le même panneau, on fait deux téléviseurs, dont un qui est positionné premium et qui s'appelle G1 Evo. Donc voilà, donc faites-vous votre point de vue si vous le souhaitez là-dessus. Moi, je prends des pincettes parce qu'on sait que peut-être c'est possible, mais en même temps, moi, je ne souhaite pas rentrer dans cette polémique-là. Peut-être qu'effectivement, LG a fait ce choix. Moi, en tout cas, j'ai pas d'infos. Et surtout, encore une fois, eh bien, on est chez LG avec toute la richesse des menus qu'on va retrouver dans WebOS pour activer ou non plus ou moins de fluidité, venir renforcer encore un petit peu plus le traitement de l'image pour améliorer l'upscaling. Tout ça, c'est des technos qui sont présentes, qu'il faudra que je vous laisserai vous découvrir si vous êtes utilisateur de G1 et même de C1, parce que c'est des technos qu'on va retrouver sur ces produits-là, avec le processeur Alpha 9 Gen 4. Et là, ici, eh bien, dans l'ensemble, ça reste une image assez sublime. Deux choses également importantes concernant l'audio. Eh bien, vous le savez maintenant, chez LG aussi, le DTS a disparu. Mais néanmoins, si jamais vous branchez un Blu-ray, si jamais vous regardez un Blu-ray avec une piste DTS, eh bien, il y aura quand même quelque chose qui va sortir, mais ce ne sera pas du DTS:X par exemple, ce sera
tout simplement un son stéréo, mais vous ne perdrez pas l'audio de votre film tout simplement. Et on a également une compatibilité WiSA qui va s'activer dans les menus pour rediffuser du son sur des enceintes sans fil et se créer comme ça un système audio multicanal. D'ailleurs, mention spéciale pour les menus de LG et les options de diffusion, parce qu'on a évidemment du Bluetooth, on a évidemment une prise casque, et on peut choisir d'utiliser soit le haut-parleur plus qu'un casque Bluetooth, soit le haut-parleur plus les enceintes déportées dans la pièce grâce à la technologie WiSA, etc. Bref, il y a tout un tas de possibilités comme ça, y compris en passant par la prise casque, si jamais vous avez un ancien casque qu'on branche en jack et qui ensuite rediffuse le son par un signal radio, et bien ça aussi c'est disponible et c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais maintenant tout simplement passer le micro à la voix off qui va vous parler du résultat des mesures. Sans surprise, la colorimétrie de la dalle Evo de ce LG G1 est parfaite. Pour ceux qui seraient encore intéressés par les résultats des mesures en SDR, eh bien sachez que j'ai justement mesuré un delta E de 2,65 en mode cinéma, ce qui est déjà très bon, mais il chute même à 1,82 en mode filmmaker, ce qui traduit bien que ce dernier serait encore mieux calibré, mais je ne vous le cache pas, je ne suis vraiment pas sûr que vous perceviez à l'œil nu une quelconque différence sur la colorimétrie entre ces deux modes. A noter que les modes expert lumineux et expert sombre, également disponibles dans le téléviseur, accusent respectivement des dérives imperceptibles là encore, avec des delta E moyens de 3,22 et 1,95. Vous vous en seriez douté, l'espace colorimétrique Rec 709 est couvert à près de 100%. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la température en mode filmmaker avoisine la valeur de référence, avec un résultat ici mesuré à 6448K contre 6396K pour le mode cinéma. En mode HDR, c'est carrément la fête avec un mode cinéma d'une justesse remarquable. J'ai mesuré un delta E à 1,68 et une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de 98%. De manière assez classique, la couverture du Rec 720 chute à 70%. Aujourd'hui, l'essentiel des téléviseurs de cet acabit en sont là. Le mode filmmaker est tout aussi excellent avec un delta E moyen relevé à 1,77 s'il vous plaît. Et encore une bonne nouvelle, c'est que la courbe de luminance et EOTF sont d'une justesse insolente elles aussi. Et cela aussi bien en mode cinéma qu'en mode filmmaker, observez un peu comme les mesures suivent la courbe de référence. Je vous parlerai enfin de la luminosité, c'est le sujet que l'on attendait tous sur ces dalles Evo. Et comme j'ai déjà laissé sous-entendre, ce n'est pas la magie peut-être que l'on attendait de la part de cette génération de panneaux OLED. Toutefois, les valeurs montrent bien qu'il y a un mieux par rapport au modèle de l'année dernière, avec des mesures qui s'établissent à 860 nits pour le mode cinéma et 850 nits en mode filmmaker, mais attention, sur une mire à 10%. Et oui, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous le savez, sitôt que la mire s'agrandit, la puissance lumineuse s'effondre, en tout cas sur le point central de la dalle, avec cette fois-ci une valeur relevée à 171 nits pour le mode cinéma et 164 nits pour le mode filmmaker, lorsque la mire occupe donc 100% de la dalle. Comme il s'agit d'une dalle OLED, il serait complètement absurde de vous parler du moindre taux de contraste puisqu'ils sont tout simplement infinis, mais regardez d'un petit peu plus près ces mesures qui illustrent l'uniformité de la dalle. D'ailleurs, je vous invite à mettre en pause si vous souhaitez regarder cela d'un peu plus près, mais vous pourrez remarquer qu'à partir du point central, les dérives colorimétriques sur le niveau du blanc sont vraiment quasi ridicules. Elles sont toutes ou presque en dessous de 3, sauf pour quelques-unes des mesures. Une excellente uniformité donc qui viendra notamment contribuer à la qualité des angles de vision qu'on connaît sur le LED avec son principal défaut. Et attention, il s'agit là encore des reflets provoqués par ces dalles OLED et qui peuvent tout simplement gâcher la lisibilité de l'image. Naturellement, les téléviseurs LG sont compatibles avec Calman pour une calibration réalisée par un professionnel, mais comme vous le voyez, les résultats sortis de carton sont déjà excellents. Et puis des résultats, j'en ai 3 autres à vous communiquer, c'est 12,5, 800 et 451. Alors à quoi ça correspond ? Respectivement, puisqu'on entre dans la partie jeux vidéo, tout d'abord 12,5 millisecondes, c'est le temps de retard à l'affichage, pas le temps de la réactivité de la dalle, c'est une dalle OLED, la technologie OLED veut qu'il y ait une rémanence nulle, voilà, c'est quasi un affichage instantané. L'input lag, 12,5 millisecondes, c'est le délai qu'il y a entre le moment où la prise HDMI reçoit le signal et le moment où la dalle l'affiche. Et à 12,5, c'est pas un record, puisque Samsung QN95A encore lui fait mieux, avec environ 10 millisecondes. Mais de toute façon, vous êtes à moins d'une image de retard, de décalage. Donc du coup, vous y verrez absolument que du feu. Voilà, c'est parfait.
Le 800, eh bien, c'est tout simplement la mesure de luminosité lorsque l'on a basculé en mode optimiseur de jeu. Et 451, eh bien, c'est le delta E, la fameuse dérive colorimétrique, là encore, lorsque l'on a basculé en mode jeu. 451, c'est absolument pas déconnant, c'est absolument pas mauvais. C'est juste qu'effectivement, les couleurs sont un petit peu plus saturées et du coup, ça impacte sur la fidélité globale. Ici, je peux choisir le genre du jeu. Donc qu'est-ce que le genre? Eh bien, on a un mode standard, pourquoi pas, comme dans le cas ici présent, utiliser le mode standard pour une course automobile qui va activer le VRR, qui va activer la latence faible, etc. Et ensuite, on aura des modes plus spécifiques qui sont le mode FPS, RPG et RTS, donc respectivement le jeu de tir à la première personne, le jeu de rôle ou le jeu de stratégie temps réel. Et là, eh bien, ça va appliquer des réglages un petit peu différents, essentiellement d'ailleurs au niveau de la luminosité. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais en fait, le mode, hop, je reviens, le mode FPS booste légèrement la luminosité de l'image pour être tout simplement faire ressortir, pourquoi pas, les ennemis dans un jeu. Voilà. Donc, pas sûr que vous arriviez à le voir dans l'image. Et puis ensuite, les modes RPG et RTS, franchement, ont des colorimétries sensiblement équivalentes. Ça va jouer en fait sur la profondeur des noirs. Et j'ai fait les mesures dans chacun des modes et j'ai pas constaté de grosses différences. Donc finalement, on a un mode FPS qui va être pratique pour tout simplement avoir un peu plus de luminosité, détecter des ennemis qui seraient cachés dans la pénombre, etc. Un mode standard et ensuite le reste, de toute façon, vous pouvez là encore venir personnaliser ces réglages. Et regardez un peu ensuite le nombre d'options disponibles pour ce fameux optimiseur de jeu. Alors, j'ai pas mesuré de différence d'ailleurs entre le fameux limiter l'input lag en mode standard ou renforçateur. Voilà, c'est une traduction, elle est là, un renforçateur, une traduction bien comme il faut, j'ai envie de dire. J'ai pas noté de différence sur le temps d'input lag, je suis resté à 12,5, 12,6 millisecondes. Donc voilà, donc de toute façon, ça reste une excellente performance, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, on va pouvoir venir sélectionner l'intelligence artificielle pour l'audio dans les jeux, VRR, FreeSync, G-Sync, etc. Et si jamais vous souhaitez optimiser un petit peu, ou en tout cas si vous avez des doutes quant à l'utilisation de ce mode spécifique, LG vous a prévu ici un petit manuel tout simplement d'utilisation où les différents impacts de ce qui se passe dans les menus est ici expliqué. Voilà, une fois que l'on a activé l'optimiseur de jeu, une simple pression brève sur la touche paramètres de la télécommande ouvre ici le menu dans une version plus minimaliste, j'ai envie de dire, et où en fait on va pouvoir venir sélectionner ici le type de jeu, donc standard, FPS, RPG, RTS, voir l'impact que cela a, notamment sur la profondeur des noirs. Donc on voit bien que le RPG étant celui qui va utiliser assombrir le plus l'image pour renforcer un petit peu les contrastes, et le FPS va être celui également qui va booster un petit peu plus la luminosité. Voilà. On est ensuite tout simplement sur une dalle qui se comporte très bien, quels que soient les jeux vidéo. C'est un vrai régal. Et voilà, donc pour l'OLED, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que j'ai testé sans doute de mieux, en raison de sa luminosité, de sa calibration qui est tout à fait convenable, mais aussi du fait qu'on ait 4 prises HDMI 2.1. Et du coup, aujourd'hui, ma préférence côté gaming sur le LCD va au QN95A et sur l'OLED va à ce G1. Pour continuer ce test, donc lié cette fois-ci à WebOS 6 et sa nouvelle interface, il faut que je démarre sur le téléviseur tout simplement pour vous montrer ça. Historiquement, vous le savez, WebOS 5, etc. avait un bandeau en bas avec des icônes, Netflix, Disney+, YouTube, etc. Ce sont des choses qu'on va retrouver. Là, ici, j'ai en plus décidé de les classer suivant mes usages les plus fréquents. C'était une option qui est apparue notamment sur WebOS 5. Et puis ensuite, on a un deuxième niveau qui fait remonter les tendances actuelles. Alors là déjà, sachez que si je n'avais pas touché à la télécommande lorsqu'on allume le téléviseur avec ce bandeau pop, il pop pendant que quelques secondes. Ensuite, il disparaît et on reprend soit le programme ici, c'est une vidéo qui est lue sur le PC, soit on retourne tout simplement sur son application ouverte récemment ou encore sur le menu d'accueil. Ce qui me gêne dans ce petit truc, ce qui m'a interpellé, pour ceux qui sont utilisateurs de WebOS, vous savez que quand on avait ici par exemple Netflix, associé à Netflix, j'avais un petit bandeau qui popait et qui me mettait en avant les derniers contenus
visionner avec le dernier compte connecté. De la même manière, c'était le cas aussi pour Disney+, pour YouTube, etc. Et aujourd'hui, ça a disparu. Alors du coup, si je veux en profiter, il faut que je reclique à nouveau sur l'icône qui va m'ouvrir ensuite l'application, encore une fois, sur le dernier compte qui était connecté. Donc ça, c'est un petit peu dommage que LG soit revenu en arrière, sous prétexte qu'on a un truc en revanche qui est vraiment bien, c'est que le menu d'accueil, lui, change complètement. On a quelque chose, alors certes, qui veut se rapprocher un petit peu de Google TV ou Android TV, même si Google TV est un peu mieux, avec une page intégrale. Donc esthétiquement, c'est effectivement beaucoup plus flatteur. Là ici, j'ai la météo de ma ville, j'ai des propositions ici, par exemple, dans le cadre de l'Euro, on va me proposer de suivre les résultats des matchs de sport, etc. Et ici, d'accéder aux fonctionnalités de recherche. Ensuite, j'ai les tendances actuelles des contenus, et puis j'ai les applications. Voilà, donc très bien, à nouveau, mes applications, Netflix, Disney+, etc. Sauf que là encore, eh bien, je n'ai rien qui, lorsque je suis par exemple sur Netflix, d'interactif, qui va me proposer de reprendre des contenus. Je vais devoir rentrer dans l'application, potentiellement sélectionner le compte, si ce n'est pas, par exemple, si moi je me suis connecté en dernier et puis que c'est ma femme qui souhaite regarder un contenu ou l'inverse, eh bien, il va falloir que je retourne sélectionner mon compte, ce qui est encore un petit peu dommage. Idem pour YouTube, là c'est le lecteur multimédia, parce que comme je le disais, c'est en fonction des usages. Donc là, je perds un petit peu par rapport à un Google TV par exemple, j'ai moins de mise en avant directe des contenus. Ensuite, j'ai l'accès au tableau de bord maison, qui ici va venir me permettre de réagencer, comme on va le voir, les interfaces HDMI, les renommer si je le souhaite, voir un petit peu ce qui se passe. On voit, c'est l'occasion d'ailleurs que je vous dise que évidemment c'est compatible avec Google Assistant, Alexa et puis AirPlay pour les technologies notamment de diffusion sans fil et du cast, etc. Donc là je fais quitter. On va revenir sur la home parce que forcément ça reprend la vidéo. Et ensuite, donc voilà, donc j'ai ce tableau et là, j'ai les LG Channels, donc des propositions de contenu issus des chaînes LG. J'ai de l'Apple TV, j'ai absolument pas renseigné de compte, j'ai même pas de compte Apple TV. J'ai du YouTube. Bon, alors j'imagine que si c'était mon compte YouTube qui était associé, ce que je n'ai pas fait, eh bien du coup j'aurais mes propositions, encore que faut voir. J'ai de l'Amazon Prime Video, mais qui ne colle absolument pas aux dernières vidéos que j'ai regardées sur Amazon Prime Video. Donc encore une fois, je ne peux pas reprendre mes contenus. J'ai du Rakuten TV et ensuite j'ai des propositions de nouvelles sorties. Alors oui, c'est plein d'icônes, mais alors on est loin de quelque chose, d'une expérience personnalisée une fois qu'on a commencé à consommer du contenu avec son téléviseur. Et à la grosse différence d'un Google TV par exemple, eh bien, c'est que je ne peux absolument pas réagencer ces différentes barres. Je ne peux pas toucher à ces menus. Et donc du coup, je ne peux pas dire déjà que je ne veux pas de l'Apple TV, mais je veux du Netflix ou du Disney+, et que je veux qu'il soit tout en haut. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai encore du mal à comprendre avec ce qui existe aujourd'hui, la puissance des processeurs, le fait qu'on soit tous connectés, qu'on puisse mettre des identifiants, pourquoi les téléviseurs ne proposent pas du multi-compte, ce qui permettrait, eh bien, tout simplement, à l'aide de différents processus d'identification, etc., de systématiser un accès, de dire, voilà, aujourd'hui, c'est David qui se connecte, à l'aide, pourquoi pas, d'une identification avec son smartphone pour que ce soit plus aisé. C'est David qui se connecte et David, il a réorganisé son menu d'accueil de telle manière, avec telles applications de mise en avant et tel service à visionner et tel contenu à reprendre. Donc aujourd'hui, de manière spécifique et directement liée à WebOS, eh bien, je suis plutôt déçu. Je regrette ce manque de personnalisation de l'interface et ce manque de proposition de contenu qui me convient à moi, utilisateur. Et de manière plus globale, que ce soit sur Tizen OS, sur Android TV, Google TV et donc a fortiori également WebOS, et puis alors je ne vous parle même pas de My Home Screen de chez Panasonic, eh bien, je regrette qu'on n'ait pas dès l'identification, dès la mise en route du téléviseur, la possibilité de dire aujourd'hui, voilà, c'est David qui se connecte, c'est son fils, sa fille, sa femme, et être capable de proposer comme ça une interface adaptée à sa consommation, avec ses programmes, avec ses réglages, pourquoi pas même ses réglages habituels de l'image, ses réglages audio, etc., avec la puissance des processeurs, avec les
capacité de connexion que l'on a, d'identification, je pourrais très bien décider d'utiliser les assistants vocaux pour demander de basculer sur tel ou tel compte, eh ben c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage qu'on n'en arrive pas là. Et c'est une réflexion un petit peu à chaud, vous le savez, je suis assez pénible. Mais ça pourrait passer par des trucs très simples, d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé depuis un moment sur les téléviseurs LG, et c'est toujours valable sur WebOS, et ça c'est plutôt cool, eh bien c'est que lorsqu'on fait un appui long sur une touche de la télécommande, on assigne un raccourci. Je vous explique, par exemple, je vais tout simplement ouvrir l'application YouTube. YouTube n'a pas sa touche de raccourci sur la télécommande. Sur la télécommande, on a Disney+, on a Amazon Prime, on a également Rakuten TV et Netflix. Eh bien, si j'ouvre YouTube et que je lui dis, par exemple, là, je veux que YouTube s'ouvre lorsque je fais un appui long sur la touche 1, vous voyez, je peux le faire. Là, il me propose tout simplement d'associer la touche numéro 1 au raccourci. Et je peux faire la même chose exactement avec d'autres services qui ne verront jamais, sans doute, leur touche de raccourci arriver sur des télécommandes, même si c'est un service qui est en pleine explosion sur le web. Par exemple, je vais prendre Twitch, eh bien, je vais ouvrir l'application Twitch et je vais lui dire, tu vas me l'associer à la touche numéro 2. Voilà, et j'ai plus qu'à dire oui, et c'est fait. Et comme ça, je peux en associer 8. Alors pourquoi? Eh bien, je n'aurais pas, par exemple, un code confidentiel ou tout simplement un code qui me permettrait de dire numéro 1, j'associe tel utilisateur, numéro 2, tel utilisateur, quitte à rajouter une surcouche de contrôle parental. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais encore une fois, là, allez, moi j'ai toujours envie d'aller chercher, d'aller pousser un petit peu les ingénieurs, les développeurs de ces surcouches d'appli pour que justement, eh bien, ils nous proposent toujours du mieux. Sur la partie ensuite, options, réglages, etc., on n'en manque pas. Et je vous avais dit également que l'on a désormais l'assistant vocal qui est disponible, qui passe par tous les paramètres. Et ensuite, eh bien, hop, c'est ici dans Général, service d'intelligence artificielle. Et ensuite, on a alors ça d'abord, le système de réglage acoustique qui va permettre, comme je le disais, lancer une procédure, pointer la télécommande vers le téléviseur, il envoie un son, puis il calibre le réglage du téléviseur en fonction de l'acoustique de la pièce. Moi, je l'ai mis encore une fois, c'est un truc qui est parfait, le renforçateur de grave. Bon, j'aurais préféré une traduction un peu plus élégante. Et ensuite, on a les paramètres de reconnaissance vocale. On va décider ou non d'utiliser ici l'assistant vocal en passant par le micro main libre, de définir la sensibilité si on le souhaite, d'utiliser ou non donc le main libre et de demander ou non d'avoir une réponse vocale. Et donc concrètement, voilà ce que ça peut donner à ILG. Quels sont les acteurs de l'arme fatale? Voilà. Donc évidemment, là où il n'y avait pas le son parce qu'il était coupé. Une personne pour en savoir plus. Voilà. Bon, alors la voix reste quand même assez robotisée, mais voilà. On a cette fonction de reconnaissance vocale ILG. Ouvrir Netflix. Ok, gérer l'application Netflix. Voilà, donc c'est au final, encore une fois, je le redis, des requêtes qui étaient déjà disponibles avec l'assistant LG. Il fallait tout simplement presser le bouton. Désormais, on a cette option, tout simplement cette possibilité de l'utiliser en mode main libre, spécifiquement sur le G1 qui intègre des microphysiques ici dans le bas de la dalle. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce LG G1. Le test aura tardé, mais il est enfin arrivé. Un très beau modèle, assurément, avec les tarifs que vous avez juste là. Le 55 pouces qui est avec moi, eh bien, vous avez vu un petit peu ce qu'il vaut. N'hésitez pas à consulter le site officiel de chez LG, parce que c'est vrai que souvent, les revendeurs pratiquent des promos, mais là aussi, en ligne, on a des petites choses, un peu à la manière d'ailleurs de son rival, Samsung. On voit bien que ça se bagarre. Ça se bagarre très très fort encore cette année pour afficher le même succès qui a pu avoir le marché de la télé en 2020, notamment lié à la partie confinement, etc. Voilà donc un beau téléviseur, ce LG G1, avec des points forts et des points faibles, des plus, des moins, que vous voyez d'ailleurs s'afficher juste là, à côté de moi. Et d'ailleurs, dans les points positifs, je vais les lister très très rapidement. On a la qualité de l'image, évidemment, la qualité du processeur, les performances en mode gaming, ce pic de luminosité qui, sans être exceptionnel, est évidemment quand même meilleur, et la nouvelle interface WebOS qui apporte quelque chose. Et le problème, c'est que c'est aussi un point négatif. Et oui, le manque de personnalisation. Moi, j'aurais bien aimé avoir du contenu, comme je le disais, un petit peu plus axé sur ma consommation, mes services et surtout des options de personnalisation, à choisir ce que l'on souhaite afficher exactement sur ce fameux menu d'accueil. La télécommande qui n'est pas rétroéclairée, qui du coup sur un modèle galerie, premium, etc.,
aurait mérité une petite attention particulière. Et j'ai envie d'ajouter, comme je le disais, l'absence du HDR10+. Bah oui, si on tacle Samsung sur le Dolby Vision, pourquoi ne pas dire aussi que LG n'a pas de HDR10+. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. On like, on partage et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre également sur Discord. Moi, je vais peut-être réussir à reprendre du temps pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. On y parle de vidéoprojecteurs, de télé, de mobilité autant que possible, etc. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!